C'est parti pour une petite heure. Alors, donc, je vais vous parler aujourd'hui de Waypoint, donc qui est un produit HashiCorp. Donc, c'est la première fois que j'en parle dans une session. Donc, on verra aussi voilà, les retours et la perception de chacun. Et puis, je vais vous en parler dans un contexte particulier qui est celui d'Azure. On verra qu'en fait, tout ce que je vais expliquer aujourd'hui, finalement, ça peut marcher ailleurs parce que c'est justement le but de Waypoint. Alors, pour revenir à ma présentation, que Louis a déjà très bien faite, donc je ne vais pas m'appesantir sur moi-même. Mais si, bon voilà, juste pour l'information, donc je suis architecte solution chez Capgemini. Et en dessous, vous retrouverez éventuellement quelques liens, notamment LinkedIn pour me contacter, pour ceux qui auraient des questions après la session, par exemple. Mon GitHub et mon Twitter, tout simplement. Voilà, je m'arrête là. L'agenda, donc lui, ça a déjà présenté, donc on va faire ça en quelle grande partie. On va présenter Waypoint, on va faire un peu d'architecture dessus pour montrer différents composants, en tout cas majeurs, qu'il faut connaître pour démarrer. On va bien sûr faire des démonstrations, parce que je pense que l'intérêt aussi, c'est vraiment de montrer comment ça fonctionne dans des cas concrets. Donc je vous l'ai dit, démo dans Azure, hein. Et puis une petite conclusion pour terminer, bien entendu. Alors, donc laissez-moi donc vous conter l'histoire de Waypoint. Alors, c'est une session qui est quand même dédiée à la nouveauté. Alors, non pas que Waypoint est sorti il y a 2 mois ou même 6, ça fait déjà un petit moment. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres produits HashiCorp comme Terraform, Vault, pour ceux qui connaissent toutes ces solutions-là, c'est quand même un produit assez jeune. Donc c'est ce qui m'a motivé en fait à vous le présenter parce qu'il y a un certain nombre de promesses par rapport à ce produit-là qui ne me semblent pas inintéressantes, loin de là. Alors quand on commence l'histoire par Il était une fois, on pourrait se dire tiens, il va nous raconter un joli conte de fées. Et en fait, pas tant que ça, parce que si on regarde justement la réalité, la nôtre, en tant que personne, j'imagine, qui travaille dans le monde de l'informatique, on sait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où pour créer et déployer des applications, eh bien, il faut maîtriser plusieurs types de technologies de développement. Donc, on a ceux qui font du Python, ceux qui font du Node.js, du Java, du .NET, des gens passent, hein, du Go, etc., etc. Donc déjà, ça c'est un fait. Il faut maîtriser plusieurs stacks et donc les outils, par exemple, de build qui sont associés à ces stacks, hein. Si on prend l'exemple de Java, il faut, pour pouvoir builder, par exemple, maîtriser les lignes de commande Maven ou Gradle. Si on veut faire du .NET, c'est pareil, il y a une CLI qui est dédiée. Pour Node, c'est NPM et compagnie, etc., etc. Donc déjà, on voit que pour des développeurs ou des gens qui travaillent dans le développement et l'architecture d'applications, il faut maîtriser un certain nombre d'outils. Et puis, c'est pas fini parce que pour passer du développement jusqu'à, par exemple, à un environnement de production, là aussi, on a différents types de plateformes qu'on peut cibler. On a les gens qui travaillent, qui déploient dans Azure, ceux qui déploient dans AWS, ceux qui déploient sur Kubernetes, Docker, etc. Donc là aussi, en fait, on a différents outils, hein, pour pouvoir déployer, pour pouvoir publier des applications qu'il faut connaître. Donc par exemple, pour Amazon, c'est la ligne de commande Amazon, pour Azure, c'est les lignes de commande Azure, pour Kubernetes, il y en a aussi, etc., etc. Donc le constat est le suivant, c'est que, ok, tout ça c'est très bien, mais en fait finalement, la difficulté dans cette histoire-là, c'est la ségrégation des outils de développement ainsi que la ségrégation des plateformes d'hébergement. Ce qui rend donc, encore une fois, les choses pas forcément simples, puisqu'il faut bien maîtriser en fait l'ensemble de ces solutions-là. Alors d'ailleurs, qu'on automatise ou pas, hein, si vous travaillez purement en local, il va falloir justement écrire toutes ces choses en fonction des outils de build et des outils de publication. Et si vous travaillez sur des chaînes automatisées type DevOps, là aussi, il faudra jongler avec tous ces outils-là pour respecter les étapes de build, de release et de déploiement. Alors une fois qu'on a dit ça, Waypoint c'est quoi? Comment ça se situe? Et bien Waypoint, ça va être la solution justement pour permettre aux développeurs de décrire en fait comment leurs applications vont pouvoir passer du développement vers la production dans un fichier unique en utilisant une simple commande qui est notée ici, Waypoint Up. On verra qu'il y a d'autres commandes, mais globalement, c'est celle-ci qui est démonstrative. Donc là, voilà la promesse de valeur de Waypoint, c'est de se dire finalement, on crée une couche d'abstraction au-dessus justement de la ségrégation des stacks de développement et au-dessus de la ségrégation des plateformes d'hébergement. Il n'y a plus besoin nécessairement de connaître chacun de ces outils-là pour pouvoir passer du développement jusqu'à la production. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Donc, ce fichier unique de déploiement,
de publication, en fait, ça va être un fichier nommé waypoint.hcl. Donc HCL, c'est pour ceux qui connaissent les outils HashiCorp, c'est le HashiCorp, comment dire, c'est HashiCorp Language, pardon, j'allais y arriver. Et puis on va voir là-dedans, eh bien, un certain nombre de blocs stanza qui sont en fait de différents types. Alors au-dessus, on voit ici dans cet exemple-là des variables. Donc là, c'est pareil pour ceux qui connaissent Terraform. On reconnaît la syntaxe en fait de déclaration des variables quand on fait du Terraform. Bah, c'est la même chose dans Waypoint. Et puis ce qui va être intéressant en dessous, on va avoir plusieurs blocs. Donc on a d'abord tout en haut donc un projet. Donc un projet, c'est ce qui définit par exemple ici un ensemble d'applications. La notion de projet, d'ailleurs, il faut voir que c'est peut-être des notions qui vont certainement devenir obsolètes par la suite, parce que HashiCorp travaille encore là-dessus. Et donc, d'après ce qu'ils annoncent, c'est pas forcément des notions qui seront encore valables demain, ou en tout cas pas avec la même signification. Ce qui est important ici, c'est de regarder la notion d'application. Donc ici, on a un bloc app qui comporte des labels, par exemple. Et puis le plus important, c'est les différentes étapes que je vous décrivais juste avant. Ce sont les étapes de build, de deploy et de release. Donc on va avoir un cycle de vie en fait pour une application avec Waypoint décrit par ces trois étapes. Donc le build, par exemple, c'est d'expliquer comment on va pouvoir construire l'application pour finalement générer un artefact qu'on va pouvoir mettre, par exemple, sur un registre Docker, comme c'est montré ici dans l'exemple. Le deploy, ça va être la capacité de pouvoir déployer justement sur une plateforme cible. Ici, dans l'exemple donné, c'est Kubernetes. Ça pourrait très bien être autre chose, comme, je ne sais pas, comme on verra tout à l'heure, une Azure Container Instance, une fonction serverless dans Amazon, etc., etc. Donc, on va avoir plusieurs, en fait, accessoires qui vont nous permettre en fait de cibler le déploiement avec Waypoint. Et puis le release, qui est une étape optionnelle, c'est en fait une manière d'activer un déploiement. Ça va être en fait pour, par exemple, ouvrir le trafic général sur un déploiement. Donc ça va être par exemple configurer un DNS, ça va être exposer publiquement un service, ouvrir en fait le service mesh. Donc tout ça, on va pouvoir le faire aussi pendant la phase release. Regardons maintenant ce qu'il en est au niveau de l'architecture. Alors, l'architecture, globalement, on a deux composants principaux qui sont la CLI et le serveur. La CLI, c'est ce qui va nous permettre en fait justement de discuter avec Waypoint, notamment avec le serveur, pour dire ce qu'on veut faire. Un serveur, c'est tout simplement ceci, donc c'est une solution qu'on déploie sur... alors là ici c'est déployé sur Kubernetes, on peut le déployer aussi sur Nomad, on peut le déployer sur Docker. Quand vous installez la CLI, c'est même déployé localement, vraiment pour, on va dire, débuter avec Waypoint. Mais on va dire globalement, il vaut mieux le mettre en remote sur une infrastructure dédiée. C'est ce qui vous permet comme ça de travailler à plusieurs avec Waypoint en mode collaboratif et de pouvoir regarder justement à travers les différents écrans de l'IHM ce qui se passe sur vos builds, vos déploiements, vos releases, consulter des logs, aussi pouvoir lancer des commandes d'exécution sur vos applications déployées avec Waypoint. Donc ça, c'est vraiment un composant central, Waypoint Server. C'est très important, on ne peut pas faire de Waypoint si on n'a pas le serveur. Et puis bien sûr, la CLI, encore une fois, pour pouvoir donner un certain nombre d'instructions et discuter avec le serveur pour faire les différentes actions que l'on souhaite effectuer avec Waypoint. La CLI, je viens de le dire, hein, plus précisément, en fait, on a une CLI qui discute avec le serveur, mais c'est pas le serveur en fait qui fait les exécutions à proprement parler. Le serveur, en fait, lui, il va demander à des runners en fait de faire l'exécution des opérations. Alors ces runners, on y reviendra tout à l'heure, ce sont des runners qui peuvent s'exécuter localement. Là, c'est pareil si on est en mode de développement, ou des runners qui peuvent s'installer directement sur les stacks de déploiement pour exécuter les opérations en mode remote. Quand on parle de commandes avec Waypoint, on a plein de commandes. Ici, on a noté celles qui sont, on va dire, principalement utilisées. Alors, Waypoint install, par exemple, c'est pour installer donc justement un serveur Waypoint quelque part, encore une fois, sur une VM Docker, sur Kubernetes, sur Nomad, ou voilà. On a Waypoint init qui est important en fait avant de pouvoir lancer n'importe quelle commande Waypoint, il faut justement initialiser le projet. Le projet, on a vu tout à l'heure, hein, c'est marqué par un label, une clé projet dans le fichier Waypoint. Et donc ça, avant de pouvoir travailler sur un projet, il faut initialiser. Un peu pareil, quand je fais depuis tout à l'heure, je fais le parallèle avec Terraform, pour ceux qui connaissent Terraform, avant de pouvoir provisionner de l'infrastructure avec Terraform, on fait un Terraform init
pour initialiser donc le projet. Waypoint build, c'est ce qui va nous permettre donc de faire uniquement la partie build du cycle de vie d'une application. Release, c'est pareil pour uniquement faire la release donc d'une application. J'ai oublié ici le waypoint deploy aussi, d'ailleurs, qui permet de faire donc le deploy d'un artefact donné, donc avant de pouvoir par exemple faire une release. Le waypoint up, c'est ce qui va permettre de faire 3 en 1, donc le build, le deploy et le release, donc les 3 étapes que j'ai décrites tout à l'heure dans mon fichier. Waypoint logs, qui est très intéressant, qui permet en fait de regarder les logs d'une application déployée avec Waypoint. Le waypoint exec, qui permet d'exécuter une commande à destination d'une application déployée avec Waypoint, et Waypoint destroy, qui permet en fait de détruire toutes les ressources qui sont déployées avec Waypoint au sein d'un projet, bien évidemment. Waypoint log et exec, ce sont des features qui sont intéressantes, alors qui nécessitent par ailleurs donc d'avoir en fait un composant. Ici, je vais revenir dessus, qui est le entry point, on le voit sur l'architecture. En fait, quand on construit des applications avec Waypoint, en fait, on a l'injection d'un point d'entrée. Alors, c'est pas tout le temps possible, ça dépend de quelle manière on va faire la partie build. Si on ne peut pas le faire, c'est pas très grave, ça veut dire qu'on n'aura pas justement les features comme les logs, les exécutions ou d'autres features encore que je nomme pas ici. Mais si on a le point d'entrée, justement, ça active justement des fonctions supplémentaires sur les applications Waypoint. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. C'est injecté automatiquement pendant la phase de construction d'une application. Voilà, il y a d'autres concepts alors qu'il faut connaître, qui ne sont pas détaillés ici. Donc, par exemple, on a parlé des runners tout à l'heure. Donc, les runners, c'est vraiment ceux qui sont responsables des opérations avec Waypoint. Donc, opérations qui peuvent être, je l'ai dit, build, deploy, release, etc. Ils sont de 2 types, les runners. Il y a les runners statiques, donc ils sont là tout le temps. Et puis, il y a des runners qui peuvent être créés on demand. Pour, par exemple, passer à l'échelle quand il y a beaucoup d'opérations à exécuter. On peut en fait on-demand comme ça instancier des runners supplémentaires. Les runners on-demand, on va pouvoir par exemple leur affecter un profil, c'est-à-dire on va pouvoir les créer en leur donnant en fait un environnement de configuration particulier qui leur permette d'exécuter l'opération qui leur est affectée. Donc, par exemple, ça va être jouer sur des variables d'environnement qui vont pouvoir comme ça modifier l'environnement, par exemple, pour cibler le déploiement, donc, etc. On va pouvoir jouer sur un certain nombre de paramètres en fonction du profil. La notion de workspace, là aussi, c'est une notion qu'on retrouve assez souvent dans les solutions HashiCorp. C'est un mécanisme qui va vous permettre en fait d'isoler donc pour une même application, s'il y a des builds qui sont multiples, des déploiements multiples, etc., on va pouvoir isoler ça dans des workspaces. Donc, par exemple, on va pouvoir créer un workspace pour un environnement de test et de qualité, créer un workspace pour la production, et bien évidemment, à l'intérieur de ces workspaces, on ne va pas avoir les mêmes paramètres justement de déploiement ou de construction. Donc, ça permet comme ça de segmenter, d'isoler en fait les différents environnements dans lesquels on travaille pour une application. Les plugins, ça c'est important. En fait, il faut savoir que Waypoint c'est extensible. Donc, si par exemple il y a quelque chose qu'on ne pourrait pas, je sais pas, une stack qu'on ne pourrait pas builder ou une plateforme de déploiement qu'on ne pourrait pas cibler, en fait, il faut savoir qu'on peut très bien le faire avec des extensions, avec des plugins Waypoint qui permettent comme ça en fait d'étendre la solution pour justement faire des choses qui ne sont pas fournies en standard. Donc, encore une fois, comme le produit est quand même jeune, il y a des cas, effectivement, il y a des plateformes qu'on ne peut pas cibler. Je crois que j'ai regardé dernièrement, parfois que je mets des guillemets sur ce que je dis. Je crois que, par exemple, moi qui m'intéresse beaucoup Azure, on ne peut pas cibler un déploiement dans Azure Function avec Waypoint. Alors que par contre, on peut le faire, par exemple, sur les fonctions lambda dans AWS. Donc, bon, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, Waypoint est en évolution, donc il y a des choses qui ne sont pas encore fournies, on va dire, clé en main. Maintenant, si demain, on avait la problématique de déployer sur des fonctions serverless dans Azure, eh bien, via un plugin, finalement, on pourrait très bien le faire. Donc, encore une fois, on n'est pas limité aujourd'hui parce que propose Waypoint en standard. On peut très bien étendre la solution pour aller plus loin.